Bienvenue dans le podcast de World Chef. Je suis votre hôte, Ragnar Fridriksson, et vous êtes sur World on a Plate. Aujourd'hui, nous avons un épisode très excitant. J'ai avec moi un invité spécial, personne d'autre que le président de World Chef, Andy Cuthbert. Et vous connaissez Andy, tout le monde, il n'a pas besoin d'être présenté. Il a une grande expérience. Il a façonné les normes culinaires dans les restaurants et les grands hôtels. Sa carrière a débuté à Melbourne, en Australie. Il a ensuite traversé le monde jusqu'à Dubaï, où il a contribué pendant plus de 30 ans à faire de la ville une destination culinaire internationale. Il a occupé de nombreuses fonctions, tant au sein de l'Emirates Guild que de World Chefs, avant d'en devenir le président. Il nous en dira plus à ce sujet. Aujourd'hui, il s'apprête à vivre sa première année en tant que président de World Chefs. Nous allons donc prendre de ses nouvelles, prendre le pouls. Y a-t-il un pouls, Andy ? Bienvenue dans l'émission. Comment va le pouls ? Comment va le bon vieux pouls ? Je suis toujours en vie après près d'un an en tant que président de l'Association mondiale des sociétés de chefs, ou World Chef, comme nous aimons nous appeler. Oui, tout va bien mon ami, tout va bien. Je pense que c'est une réussite en soi. Cela fait 5 au cours des 12 premiers mois. Oh oui, cela a été une période intéressante. 12 mois intéressants, c'était super. Et nous en parlerons. Nous allons parler de, vous savez, le voyage, avec World Chefs au cours des 12 derniers mois. Mais j'aimerais que les gens sachent, comme je vous connais bien, j'aimerais que vous racontiez à l'auditoire un peu de votre parcours, depuis votre enfance à Melbourne, en Australie, en voyageant à travers le monde. Comment devient-on président de World Chef ? Eh bien, devenir cuisinier n'a jamais été un plan, devenir président n'a jamais été un plan. Mais c'est ainsi que la vie se déroule parfois. J'ai quitté l'école vers l'âge de 16 ans et je raconte toujours cette histoire aux gens. J'ai quitté l'école en 5e année ou en 11e année, ou quel que soit le nom qu'on lui donne au lycée, dans une école publique de Melbourne, en Australie, où je suis né. J'ai obtenu un diplôme en musique et en menuiserie. Je me suis donc dit que, si jamais je me retrouvais au chômage, je pourrais me fabriquer un instrument en bois et faire de la musique. Ma mère m'a toujours dit. Ma mère me disait toujours, prends un bout de papier, il faut que tu aies un bout de papier, il faut que tu aies un bout de papier. J'ai donc trouvé un travail, par l'intermédiaire de mon cousin, ma première, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai travaillé dans les banquets de mon cousin au sommet de Kew, une banlieue appelée Kew à Melbourne, surplombant la ville et un terrain de golf. Il y avait là une salle de banquet. Je faisais donc la vaisselle et m'occupais des billets pour les gens qui venaient jouer au golf et je m'occupais un peu de la cuisine avec lui. C'est ainsi que j'ai commencé. Je n'ai aucun souvenir de la cuisine avec ma grand-mère au printemps, des récoltes et de tout ce genre de choses. Ma mère était institutrice de maternelle, mon père était mécanicien automobile. On ne pourrait donc pas être plus éloigné de l'industrie hôtelière si on essayait. En grandissant en Australie, je n'ai donc jamais eu ces bons souvenirs que l'on entend à la télévision et tout ce genre de choses. Mais les souvenirs étaient que la nourriture dans la maison était toujours fraîchement cuisinée et que la nourriture dans la maison était toujours de bonne qualité parce que c'était la grandeur de l'Australie avec ses produits et le pays que nous sommes. Nous avons une agriculture formidable et nous avons d'excellents ingrédients. Mais je n'ai jamais eu l'intention de devenir cuisinier. Lorsque j'ai finalement obtenu un contrat d'apprentissage, j'ai commencé dans un petit restaurant de la banlieue Est. Et j'ai eu la chance d'aller au Box Hill College of TAFE. J'ai fait un apprentissage pendant 4 ans. C'est ainsi que j'ai obtenu mon diplôme. Mon seul diplôme, je ne suis pas allé à l'université, je ne suis pas allé à Cornell, ni à l'EHL, ni à Luson, ni à rien de tout cela. Je ne suis pas allé au Cordon Bleu. Je suis allé à Box Hill TAFE, j'y ai reçu une excellente d'un grand mentor, conférencier et cuisinier, Bernd Huber, qui est toujours très actif au sein de World Chef à l'âge mûr qu'il a. C'est en quelque sorte lui qui m'a inspiré, la première personne que j'ai suivie, puis d'autres en cours de route. Au restaurant, j'ai travaillé avec un grand serveur qui s'appelait Vladimir. Vladimir était tchèque. Il est arrivé en Australie avec son bébé dans les bras, sa fille de 2 ans et sa femme, et ils sont arrivés avec 2 valises. Il a suivi une formation classique de pâtissier, mais il était aussi maître d'hôtel.
Il a travaillé dans certains des meilleurs hôtels d'Europe et de Prague. Il était donc une source d'inspiration. Il était une véritable source d'inspiration. Et il m'a conseillé de me lancer dans l'hôtellerie. Il m'a dit, je pense que tu peux faire mieux. Va et travaille dans un hôtel. Il m'a donc trouvé un contact dans un hôtel de charme à Melbourne, le Rockman's Regency. J'y ai fait mon stage, j'ai travaillé avec des chefs européens, ce qui était vraiment bien, parce que je suis australien, je ne suis pas européen. Et puis, j'y suis retourné et j'ai retravaillé avec Vladimir. Vladimir était l'un des serveurs en chef du restaurant. J'étais dans la cuisine. J'étais chef de partie, demi-chef, puis je suis devenu sous-chef dans ce restaurant, dans cet endroit, et je travaillais sur la saucière. Puis je suis retourné dans un restaurant pendant 6 ou 8 mois, puis j'ai retrouvé un emploi au Hilton. Vous savez, juste en entrant par la porte de derrière. J'ai dit au chef que je voulais travailler pour le Hilton. À l'époque, le Hilton était l'entreprise de restauration pour laquelle il fallait travailler. À partir de là, il a suffi d'un coup de téléphone. Après l'avoir remarqué dans les cuisines du Hilton de Melbourne, c'est là que j'ai rencontré Peter Wright. Peter Wright était mon patron, directeur continental de la région Pacifique. Peter et moi nous connaissons depuis longtemps. Et Peter, je crois, était chef de partie à l'époque dans le Garmager. J'étais dans le Garmager. Je m'occupais de la cuisine gastronomique. Et c'était cool, on s'est bien amusé. Vous savez, le monde est petit. Et c'est ce que j'ai toujours trouvé dans notre secteur. C'est un monde tellement petit et on rencontre tellement de gens formidables qu'on les retrouve ensuite quelque part. Ensuite, je suis allé voir le chef et je me suis dit, écoutez, il faut que je quitte l'Australie. Il faut que j'aille voir ce que vous faites, vous les Européens. À l'époque, il n'y avait que des Européens qui dirigeaient les cuisines. Je suis donc allé au Gatwick Hilton, à Londres, qui était à l'époque un excellent hôtel avec un restaurant fantastique, un restaurant gastronomique tout simplement génial. Et le chef avait travaillé avec le chef de Melbourne, au Costa Rica, ou à Porto Rico. Le chef cuisinier de Melbourne a donc appelé Patrick John et lui a dit « J'ai un garçon qui veut venir. D'accord, quand tu pourras venir mercredi prochain. » J'ai donc pris mon passeport britannique pour plus de commodité et mon passeport australien et je suis parti. Je me suis dit que j'allais passer 1 an au Royaume-Uni, puis que j'irais au Hilton de Munich et que je reviendrais ensuite en Australie. C'était en 1988. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Tout au long de mon parcours, j'ai eu de la chance. J'ai eu des opportunités et j'avais toujours quelqu'un à mes côtés pour me dire « je vais faire ceci, essayez cela ». D'aller ici, d'aller là, et toujours quelqu'un qui reconnaissait mes capacités que je ne reconnaissais peut-être pas moi-même. Et il y avait toujours quelqu'un pour me pousser. Patrick m'a donc poussé, puis le chef suivant, Mick Misen, qui viendra à notre congrès au Pays de Galles en mai, parce qu'il vit maintenant au Pays de Galles. Mick était donc le chef de cuisine. Puis, lorsque j'ai quitté le Gatwick Hilton, j'avais travaillé avec des chefs européens fantastiques. Et les ingrédients, le fromage, la viande et les coquilles Saint-Jacques fraîches d'Écosse, nous faisions notre propre saumon fumé. J'ai vraiment appris beaucoup sur les grands ingrédients, la grande gastronomie, et j'ai appris des techniques de cuisine classique traditionnelle de la part de tous les gars. Gérard au gamage, il y avait un chef belge appelé Yves Matin qui a toujours une étoile Michelin à Bruxelles. Timothy Bruce, je crois qu'il est encore quelque part en Australie. Il est parti travailler au Hire. J'ai donc eu beaucoup de chance de travailler avec d'excellents chefs. Base, et m'a aussi donné la passion dont j'avais besoin pour devenir chef et de devenir un meilleur cuisinier. Et puis, à la fin de l'année 91, je commençais à avoir un peu froid en Angleterre parce qu'il pleut toujours et que c'est misérable. Alors je me suis dit, d'accord. Je travaillais avec des Sri Lankais, des Malaisiens et des Indonésiens et nous étions très multiculturels dans la cuisine. Quelques Sri Lankais avaient travaillé à Dubaï. Je leur ai dit « Oh, il faut que tu ailles travailler à Dubaï, chef. » J'ai répondu « Pourquoi ? Oh, c'est vraiment bien, vous savez, le Dubai Hilton, c'est près du Trade Center. » J'ai dit « Mais où est Dubaï ? Oh, au Moyen-Orient, près de l'Arabie Saoudite. » J'ai dit « Oh, c'est vrai, d'accord. » Je n'avais aucune idée, absolument aucune idée. Encore une fois, c'était un coup de fil. Mick a appelé. Paul Allard, qui était le chef. Il avait fait une promotion en anglais à Abuja, où Paul était chef en Afrique. D'accord, nous allons l'interviewer. J'ai donc envoyé mes papiers et j'ai fait tout cela. Et le chef Paul m'a engagé comme sous-chef. Je suis donc arrivé à Dubaï le 6 janvier 1992 en tant que sous-chef à l'hôtel Hilton. C'est là que je suis resté jusqu'en 2025. J'ai donc travaillé pour le Hilton. J'ai appris la cuisine indienne, sri-lankaise, philippine et arabe. C'était très bien et j'ai aussi appris à gérer. Gérer. Vous savez, vous voyez à la télévision
Vous savez ce que le marketing a fait pour notre industrie au cours des 10 ou 15 dernières années? Les émissions de télévision, MasterChef, Cut, toutes ces émissions de télévision sur le style de vie sont vraiment excellentes pour le secteur, car elles poussent les gens à reconnaître l'hôtellerie et la restauration. Pour que les gens reconnaissent vraiment l'hospitalité, la cuisine, les chefs et tout le reste. Cependant, il arrive que nous ayons encore problème de d'intimidation. Nous avons le problème de ne pas être inclusif. Nous avons le problème des cris et des hurlements. Je me souviens qu'en 2000, quand sommes-nous allés en Corée? Nous sommes allés en Corée en 2012. Anton Moselman est venu parler aux jeunes chefs et il nous a raconté l'histoire de la reprise du Savoy. Était-il au Savoy? Oui. Et il a dit que lorsqu'il y est allé, il y avait un chef qui criait tout le temps. Et il a dit aux gars, il a dit, écoutez, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Et c'était dans les années 80, vous savez, chaque fois qu'il y allait. Et à la fin, il a dû demander à ce chef de partir. Il a dit, mais nous ne pouvons pas crier et hurler dans les cuisines. Et je pense que nous avons encore du travail à faire à ce sujet. Parce que nous voulons encourager les gens à entrer dans le secteur. Nous voulons que les gens restent dans le secteur pour toutes les bonnes raisons, pour faire carrière, et non pour être maltraités, harcelés, et avoir l'impression qu'ils ne sont pas assez bons ou autres. C'est tout. Lorsque je suis arrivé à Dubaï, j'ai donc dû apprendre à gérer les hommes. Et c'est une chose importante qui nous a échappé dans notre formation de cuisinier et de chef. Sur la façon de gérer le personnel. J'ai donc eu la chance de travailler avec des chefs du sous-continent extrêmement talentueux, qui n'ont pas eu peur de me remettre à ma place, ce qui était, vous savez, ce qui était bien, vous savez, et qui m'a fait le plus grand bien. J'ai également rencontré ma femme à Dubaï, ce qui m'a fait encore plus de bien. Madame Joséphine était l'hôtesse la plus en vue du restaurant gastronomique et j'étais le sous-chef. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Dubaï a vraiment été une grande maison pour nous, mais aussi une grande carrière pour moi. Et parce que j'étais là au tout début, j'ai vu tellement de choses et j'ai une telle longévité dans la ville et dans le monde. Longévité dans la ville et dans le pays. J'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, de participer à tous les grands événements, d'être très proche de certaines familles royales et de ce genre de choses. C'est donc un privilège. Lorsque j'ai rejoint mon entreprise actuelle, après avoir été chef cuisinier et chef exécutif au Hilton, j'ai rejoint le groupe Jumeirah, qui appartient au souverain, Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Il était le Premier ministre et vice-président des Émirats arabes unis. Il était donc notre propriétaire et avait commencé à construire le Jumeirah Beach Hotel. Nous avions créé une société appelée Jumeirah. Et le Jumeirah construisait des hôtels emblématiques. Nous avons le Berge Al Arab, puis nous avons construit l'hôtel Emirates Towers, Madinat Jumeirah, etc. La société s'est développée en même temps que la ville, et comme la ville s'est développée avec le tourisme et le département du tourisme, du commerce et du marketing comme il l'a fait, l'entreprise a grandi. Tourisme, du commerce et du marketing, comme on l'appelait à l'époque, et qui est aujourd'hui le département de l'économie et du tourisme de Dubaï, ils se sont attachés à promouvoir la marque Dubaï dans le monde entier en tant que destination touristique. Nous avons toujours été impliqués dans ce processus. Je pense que c'est l'une des grandes choses que j'ai pu faire. Je suis donc passé du statut de cuisinier à Melbourne à celui de chef exécutif. Cuisinier à Melbourne au poste de chef exécutif au Hilton de Dubaï, puis j'ai lentement évolué, je pense, pas par choix, mais tout naturellement des cuisines vers un rôle plus global dans le domaine de la nourriture et des boissons. Mais en cours de route, j'ai toujours gardé mon cœur et mon âme avec les cuisiniers, parce qu'en fin de compte, je suis un cuisinier. Et je pense que ce parcours, jusqu'à ce moment-là, c'est grâce à des personnes qui ont vu quelque chose en moi, m'ont fait confiance et m'ont poussé un peu plus loin. Et moi, je crois beaucoup à l'idée de rendre l'appareil. Je crois fermement qu'il faut s'assurer que, quoi que nous fassions tout au long de notre parcours de l'hôtellerie, c'est que nous emmenions nos collaborateurs avec nous. Il n'est pas bon de penser que l'on sait tout. Il n'est pas bon de penser que vous êtes le seul à pouvoir prendre des décisions et que personne autour de vous ne peut faire mieux que vous. Personne autour de vous ne peut faire mieux que vous. Si vous pensez ainsi, c'est la spirale infernale, car vous ne laisserez pas d'héritage. Lorsque vous partirez, vous laisserez un vide de connaissances parce que vous ne voulez pas partager. C'est pourquoi
Tant que je continuerai à jouer un rôle, j'essaierai toujours d'apporter ma pierre à l'édifice, quel qu'il soit. Et aussi dans... Oui, je veux dire, c'est ça le truc. Mais il faut beaucoup de temps. Pour que certaines personnes réalisent que j'étais l'une d'entre elles, il faut du courage pour changer. Il faut beaucoup d'introspection sur la façon dont on gère les gens et sur ce que l'on veut faire de sa propre vie. De gérer les gens et ce que vous voulez faire de votre propre vie, c'est vrai. Et puis, en 1992, quand je suis arrivé, c'était la création de la Guilde culinaire des Émirats. La Guilde culinaire des Émirats a été créée par Mike Lee, qui a été notre premier président, Alan Tong, que Dieu ait son âme. Il était le coordinateur. Oh, quel est son nom? Mike Wunsch. Il est également décédé. François Portet, qui vit à Koh Samui, cuisine toujours à plus de 84 ans. Il y avait Peter Fuchs, à qui nous allons rendre visite au pays de Galles. Il était ici, il y avait McCarthy, il y avait un groupe de gars qui s'est organisé en 91 et 92. Et Paul Allard, bien sûr. Et ils ont créé la Guilde culinaire des Émirats. Au début, ils ont été aidés par les Shane de Roto, Sears et la Toque Blanche. Puis ils ont créé la Guilde culinaire des Émirats. Nous avons été créés en 92, en avril, lors d'une réunion au Hilton. C'était formidable, j'étais donc un membre fondateur, c'était bien. Puis en 1994, Mike et Alan se sont rendus à Stavanger. En 1994, à Stavanger pour le congrès, où ils ont reçu leur charte en tant qu'association nationale des chefs des Émirats arabes unis. C'est ainsi que nous avons commencé à participer à World Chef. L'aventure a ensuite pris un tournant, car j'ai eu la chance de me voir confier la responsabilité de l'alimentation et des boissons à l'hôtel Emirates Towers. À l'époque, l'hôtel Emirates Towers était le nec plus ultra en matière de restauration, à la pointe de la technologie. Et, vous savez, des gens comme Otto Weibel de Singapour et ceux qui venaient à nos concours culinaires venaient prendre des photos de ce que nous faisions. À l'époque, nous allions à Singapour et à Hong Kong pour voir ce qu'ils faisaient. J'ai donc eu beaucoup de chance. Encore une fois, j'ai été poussé par la directrice générale, mademoiselle Doris Grafe, avec qui j'ai travaillé au Hilton. Elle était directrice des chambres et directrice des chambres du Hilton, et j'étais sous-chef. Nous étions de grands amis, et nous le sommes toujours. Et elle m'a dit, vous aussi, tu t'occuperas de la nourriture et des boissons. Et c'était juste incroyable. Vous savez, les gens que j'avais plus de 600 employés, 19 points de vente. Et certains d'entre eux, tous, pas certains, tous les collègues, tous les chefs, tous les serveurs, tous les directeurs de restaurants étaient tout simplement excellents. Marco Tarazzo est toujours le chef exécutif de Grosvenor House. Il était le chef responsable de notre restaurant italien ouvert toute la journée, par exemple. James Viles d'Australie dirige un restaurant à Sydney. Il y a donc beaucoup de gens qui ont très bien réussi. Certains de nos stagiaires sont devenus directeurs généraux, des directeurs de la restauration, qui travaillent maintenant dans des entreprises. J'ai donc eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai également été très impliqué dans tous les énormes services de restauration, 5000 événements dans le désert, spectacles aériens, dîners de gala, golf, tennis, etc. Le tennis. Je dirigeais les 3 grands tournois de golf. J'ai donc eu l'occasion de travailler dans le domaine de la restauration. La nourriture et les boissons. J'ai donc enlevé la veste blanche et mis une veste noire, mais j'étais toujours lié à la cuisine parce que je m'occupais de l'arrière-boutique et que j'avais commencé à travailler dans le secteur de la restauration et des boissons. En 2010, je suis devenu directeur général de l'un de nos hôtels. À ce moment-là, je suis allé dans le désert. Et j'ai passé 1 an dans le désert dans un hôtel, puis je suis revenu en 2011 à Madinat Jumeirah, qui était tout simplement phénoménal. Je suis donc toujours en contact avec cet hôtel où je m'occupe d'événements et de restauration. J'ai ensuite été directeur général de l'un des hôtels de la région. J'ai de nouveau travaillé avec des hôteliers fantastiques. Ensuite, j'ai progressé pour diriger l'activité événementielle. Je dirige une boîte de nuit et un club de plage appelé Zero Gravity, qui est l'un des plus anciens clubs de plage de la région. Mais toutes ces opportunités, Ragnar les a créées parce que je faisais la vaisselle. À Melbourne? Absolument. Et c'est un parcours tellement étonnant et inspirant, presque comme un moyen de devenir un chef, et pour les jeunes à qui nous parlions tout à l'heure, et qui, vous savez, hésitent à entrer dans notre profession et à rester, qui hésitent à entrer dans notre profession et qui restent, et voient les opportunités qui s'offrent à eux. C'est ce que vous avez dit, vous mettez le pied dehors, vous sortez de votre porte, et les gens que vous rencontrez, et les petits,
vous amèneront à la station suivante, puis à la station suivante. Et c'est alors une industrie étonnante comment vous pouvez progresser et voyager dans le monde entier, progresser dans votre carrière et vivre toutes ces expériences avec toutes les personnes que vous rencontrez en chemin. Vous avez cité beaucoup de noms, et vous savez, ce sont toujours des gens que l'on voit dans le monde entier. Personnes que l'on voit partout dans le monde est si petit. C'est une source d'inspiration pour les jeunes de réaliser que tout est possible dans ce secteur. On peut vraiment passer de votre petite ville natale de Melbourne à n'importe quel endroit de la planète. Oui, Ne je veux pas dire, s'attendre à y aller. La Oui, je veux route dire, est vous devez longue. saisir les opportunités qui vous sont offertes, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas le courage de sortir de votre zone de confort et de le faire, mais c'est aussi notre travail d'inspirer les gens à rejoindre l'industrie. Et ce n'est pas une voie rapide vers la célébrité. Il faut travailler dur, il y a beaucoup de tâches répétitives et ennuyeuses, comme j'avais l'habitude de l'appeler, mais il y a tellement de la cuisine. Et si vous avez une passion pour la cuisine, c'est ce qu'il vous faut. Vous devez avoir la passion de servir les gens. Il faut avoir la passion de vouloir travailler en équipe. Et c'est de l'équipe qu'il s'agit, surtout lorsque l'on gravit les échelons de la hiérarchie. L'échelle de notre leadership, vous savez, beaucoup de mes amis sont encore des chefs cuisiniers. C'est tout. C'est ce qu'ils veulent faire. Et chapeau, vous savez, pour moi, c'était tout simplement différent. J'ai quitté la cuisine au jour le jour. Mais j'ai gardé le contact avec World Chef, avec l'Emirates Culinary Guild, et grâce à l'enseignement dispensé par l'école de l'ICCA ici, et les autres écoles où l'on me demande de siéger au sein de conseils consultatifs. Ces connaissances sont donc également partagées dans le cadre de l'éducation. C'est vrai. Et je pense que, vous savez, l'aspect éducatif est le plus important, et c'est ce que nous, World Chef, attendons vraiment, vraiment avec impatience. De notre académie et de toutes les plateformes que nous mettons en place pour l'éducation, de notre comité d'éducation, de nos plus de 141 écoles certifiées dans le monde. Vous savez, c'est génial. Et puis mon vrai pied dans la porte, je dirais, pour World Chef, c'est quand qu'il a fallu créer le comité de développement des jeunes chefs. Le comité de développement des jeunes chefs, sous la direction de l'ancien président Giesel. Et le docteur Billy Gallagher a dit « Je sais qui va s'en charger ». Il m'a donc appelé, et Billy est venu à notre congrès en 2008. À Dubaï et dans les Émirats arabes unis, nous avons accueilli le congrès du Moyen-Orient en 2008. Et Billy est venu. À ce moment-là, nous avions déjà commencé avec Alan Oriel, qui est aujourd'hui président de l'Emirates Culinary Guild, à nous organiser un peu autour des jeunes chefs. Alan était impliqué. Et puis Billy a dit « J'ai besoin que tu fasses quelque chose. J'ai besoin que vous continuiez. Ce que nous faisons dans le nom de Bill Gallagher. Et je veux que vous nous aidiez. Je veux que vous et Jodiane Pertin, Dale Liman d'Australie, toi et Alan, vous devez faire perdurer le nom, mais je veux que vous le fassiez. Vers 2010, je crois que j'étais déjà en poste. C'était mon premier rôle en tant que président du comité de développement des jeunes chefs. Cela s'est passé je crois que c'était en 2010 de mémoire. Nous avons fait venir un jeune homme, Jasper Jack, de Singapour, qui était le jeune chef de Singapour et qui est aujourd'hui président du comité. C'était donc ma première véritable plongée dans les World Chefs. Puis, en 2015, j'ai reçu un autre appel de Charles Carroll, le président. Il n'y avait pas assez de monde. Nous vous avons rappelé. C'est vrai. Donc, et puis, et encore une fois, Billy, que Dieu ait son âme. Malheureusement, Billy, nous avons perdu Billy en cours de route. Billy a dit, eh bien, on va confier le congrès à quelqu'un d'occupé, appelez Andy, et il le fera. Et on ne peut pas dire non à Bill Gallagher. C'est impossible. Andy, j'ai un travail pour toi. On a besoin de quelqu'un pour le congrès. Oh, oui, chef. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'engageais. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler ensemble, Ragnar, c'est vrai. Et puis, à partir de 2009, vous avez rejoint l'équipe. Charles et nous étions à Thessalonique. J'étais alors président du comité du congrès et de l'équipe de développement des jeunes chefs. J'ai donc eu la chance d'être en mesure de me présenter devant les membres. Donnez-moi un micro et 1 millier de personnes, j'adore ça. Et, vous savez, et j'aime ça, mais être sur scène, présenter les gens et voir comment la communauté fonctionne.
et de voir les gens qui reviennent année après année au Congrès. Et je pense que, pour moi, l'un des plus grands souvenirs de World Chef, c'est toutes les choses que nous avons faites au Congrès, mais aussi toutes les personnes que nous avons rencontrées au Congrès et en cours de route. En tant que président du comité du Congrès, jusqu'à jusqu'à Singapour en gros, je crois. Oui, c'est vrai. C'était un voyage merveilleux. Ensuite, Alan Oriel m'a succédé à la présidence du comité des jeunes chefs il y a quelques années. Il a ensuite passé le relais à Jasper Jack. La planification de la succession était donc importante, mais toute cette implication et toute cette interaction avec la communauté mondiale de ce que nous sommes en tant que World Chef, comme vous nous décrivez, l'ONU des chefs, oui, c'est vrai. C'est, encore une fois, d'étendre le réseau. Et donc, vous savez, j'ai eu ce voyage incroyable avec World Chef jusqu'à ce point, en apprenant à connaître les gens, en organisant des concours culinaires, en voyageant avec les chefs, en organisant des concours culinaires, en voyageant avec de grandes délégations avec Uwe Michel, notre président. Uwe et moi, Uwe a été président de la Guilde pendant, je crois, 24 ou 26 ans, et j'ai été président pendant 24 ou 26 ans. Je ne me souviens pas exactement de la durée, mais cela a continué. Et puis, Uwe et moi, vous savez, et l'équipe de la Guilde, nous avons dit non, nous devons aller dans le monde. Nous devons faire sortir le drapeau des Émirats arabes unis. Et nous allons aller en Allemagne. Et c'est parti pour les Jeux olympiques de 2012. Puis nous y sommes retournés tous les 4 ans. Puis nous sommes allés au Luxembourg et ensuite, vous savez, nous avons commencé à amener nos garçons et nos filles, nos Indiens, nos Sri Lankais, nos Indiens, nos Philippins, nos Indonésiens. Nous avons amené tous les artistes pâtissiers, les artistes. Nous avions une équipe de seniors, une équipe de jeunes chefs. Malaisie, Singapour, Hong Kong. Luxembourg, Allemagne, vous savez, vraiment les Maldives poussent nos gars dans le monde international, où nous avons très bien réussi. Où nous nous sommes très bien débrouillés. C'était un autre moment de fierté pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour la Guilde de la façon dont nous avons réussi à obtenir la confiance de la communauté internationale. Avons réussi à faire en sorte que les Émirats arabes unis dans l'arène des concours culinaires, dans l'arène des compétitions culinaires internationales, et à obtenir de si bons résultats. Vous savez, nous revenions avec 60 médailles d'or, 70 médailles d'or. Oui, il y a eu un moment où, je me souviens qu'à l'une des cérémonies de remise des prix en Allemagne, je crois que c'était Christian, le maître de cérémonie. C'était soit l'Allemagne, soit il a dit « Est-ce que vous pouvez rester sur scène ?» De haut en bas, de bas en haut. L'ayons fait, apporter les médailles. Mais nous avons eu de la chance, vous savez. Nous avons eu de la chance de pouvoir faire venir 40 ou 50 personnes, vous savez, du monde entier, vous savez, et de faire tout ça. Et je pense que pour moi, c'était l'un des meilleurs moments jusqu'au 24 octobre 2024. C'était une autre chose. Et puis, devenir président, jamais. Je veux dire que quelqu'un m'a harcelé pendant 4 ans pour que je devienne président et j'ai continué à lui dire non. Le Japon? Le Japon. Mais vous savez, en mûrissant, je suppose, Ragnar, et en voyant les choses changer, et si vous voyez une opportunité, et si vous... Tu sais, Billy disait toujours pour les chefs du monde... Et c'est toujours, ce n'est pas à propos de l'individu, c'est à propos de, tu sais... Eh bien, pour les chefs, il s'agit de la communauté mondiale. Et je pense que cela a été important pour moi. Et puis, m'impliquer de plus en plus en travaillant avec le bureau pendant toutes ces années, en voyant ce que le bureau faisait, en voyant comment l'association évoluait, voir comment nous changions en tant qu'association. Nous étions-nous un peu perdus dans certaines choses? Oui. Étions-nous sur la bonne voie dans d'autres domaines? Oui, nous sommes sur la bonne voie, et nous le sommes toujours. Mais j'ai pensé, eh bien, peut-être que je devrais le faire. J'ai donc contacté un certain nombre de personnes. L'une d'entre elles, bien sûr, étant Uwe, je lui ai demandé « Qu'en pensez-vous, chef? Devrions-nous le faire ?» Il a répondu « Oui, d'accord, faisons-le. » Ensuite, j'ai contacté Rick. Et Christina, bien sûr, et Alain Ostert. C'est ainsi. Et c'est ainsi que nous avons constitué une petite équipe de personnes qui n'avaient pas tous le même esprit, pas tous de la même ville, pas tous de la même génération, pas tous du même milieu. Et c'est ainsi que nous sommes parvenus à notre noyau dur, de nous mettre en avant pour jeter notre chapeau dans l'arène, à la présidence. Et c'est ainsi que nous avons commencé, vous savez, ce n'est pas avant 2022 ou 2023, je dirais, que j'ai dit, d'accord, essayons. Vous savez, j'ai dit, essayons. Et nous, vous savez,
nous n'allons pas réinventer le monde. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas cassé. Mais que pouvons-nous faire d'autre pour l'améliorer? Et ce que je voulais dire, c'est que nous avons pris le relais en 96 ans, le jour de la 96e année. 96 ans, la 96e année. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que dans 4 ans, nous aurons 100 ans. Et vous et moi avons eu cette discussion à Thessalonique, quand j'ai dit Ragnar, quand nous étions allongés dans le hall de l'hôtel le lendemain, épuisés après que tout le monde soit rentré chez soi, nous étions, vous savez, nous étions allongés. J'ai dit qu'il fallait aller à Paris. Oui, j'ai dit, le congrès de 2028 doit être à Paris. Comment faire entre 2016 et 2028? Nous avons le temps. Mais cela a toujours été une sorte de rêve ou d'idée que nous devions ramener l'association à la maison pour son 100e anniversaire. Et je n'avais aucune envie, aucune idée, aucune motivation, aucun désir d'être président. De volonté ou de désir d'être président. Mais quand je regarde le ruban présidentiel, je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. Ruban présidentiel. Et en bas, il est écrit 1928. Auguste Escoffier. Et en 2028, il y aura mon nom. C'est quelque chose qui touche le cœur, qui touche le cœur. Quelque chose qui touche le cœur, qui touche. Waouh, vous savez, le gamin de Melbourne est sur ce ruban à côté de certains des plus grands chefs du monde et du chef des chefs. Et je pense que c'était un bonus, vous savez, vous savez, il n'y a jamais eu de planification pour cela, jamais dans mon esprit, vous savez, c'était juste la façon dont les choses se déroulent, c'est ainsi que les choses se passent. Ensemble. Ce message est juste, vous savez, pour les jeunes qui travaillent tous les jours, vous savez, vous devez continuer à travailler. Et puis, et si vous avez des opportunités, saisissez-les, foncez. Une autre bonne chose, une autre grande déclaration d'Anton, c'est qu'il faut juste le faire. Oui, foncez, oui, foncez. Et c'est ainsi que nous avons en quelque sorte levé la main. On a levé la main et on a dit, d'accord, on va se présenter comme président. Vous savez, et puis, nous sommes partis. Et nous voilà. Pour faire court, vous voilà président 1 an plus tard. Et donc, non, c'est une belle histoire et c'est très très inspirant. Et maintenant que vous savez, vous êtes 1 an dans votre mission. Qu'est-ce qui a été remarquable au cours de la première année, des 12 premiers mois de votre présidence? Qu'avez-vous observé et, vous savez, comment pensez-vous que les choses évoluent? La route sera longue. Longue route. Il y a beaucoup de choses à examiner. Il y a beaucoup de choses à écouter de la part de nos membres. Et c'est l'une des premières choses que nous avons dites, la communication et la transparence doivent figurer en tête de l'ordre du jour. C'est ce que nous avons exposé lors de notre candidature à la présidence. Nous nous sommes également penchés sur la gouvernance et sur la manière dont nous devrons gérer les chefs du monde. De diriger les chefs du monde. En tant qu'entreprise, nous disposons d'un bureau composé de 9 personnes. Nous avons la responsabilité de plus de 100 associations dans le monde. Et plus de 100 associations dans le monde. La communication doit être améliorée. Et puis, bien sûr, la gouvernance a été l'un des points les plus importants que nous avons écoutés au cours du dernier congrès. Autour des statuts et du règlement intérieur. Les membres ont demandé à ce qu'ils soient révisés. Cette révision est en cours. Nous avons le premier, le deuxième et le troisième projet de règlement intérieur qui viennent d'être publiés. Nous avons dit que nous demanderions aux juristes français de l'examiner parce que, à mesure que nous nous éloignons d'un environnement de club à un environnement d'association et d'entreprise, et lorsque nous nous sommes installés en France en 2009-10, lorsque nous avons commencé à louer le bureau à Paris, et le nouveau bureau à Paris que nous avons visité était fantastique. Et c'est toujours en haut de l'agenda. Et l'autre partie qui a été extrêmement importante pour moi était comment allons-nous soutenir 100 ans de plus? Et que devons-nous faire pour y parvenir? Car ce qui nous a permis d'arriver ici ne nous permettra pas d'y arriver. Oui, ce que nous avons fait dans le passé est le reflet de l'excellence. Cependant, nous devons nous projeter dans les 100 prochaines années. Et mon souhait pour notre présidium est de terminer au congrès de 2028
et de passer le relais à la prochaine présidence, avec un plan, une structure et une stratégie solide en place, qui puisse faire avancer le prochain présidium comme nous l'avons fait pour une association très forte par la présidence et le conseil d'administration précédent. Et comment pouvons-nous honorer cela en honorant le prochain conseil d'administration qui me succédera? Je n'ai aucune envie de me présenter pour plus de 4 ans, car je pense qu'il est important que les dirigeants changent et que les dirigeants changent. Que le leadership doit changer et que le leadership doit être de céder la place, mais avec un plan de succession et une stratégie appropriée, parce que c'est votre responsabilité dans toute entreprise. Je pense également que la communication est essentielle. Comment communiquer? L'autre question qui nous a été posée par nos membres est la suivante. Que faites-vous pour moi? D'accord. Nous pouvons revenir sur la phrase de JFK disait à son peuple, ne demandez pas au pays ce qu'il peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Mais nous devons écouter la majorité et non la minorité. Nous devons comprendre que nous sommes un mondial. Nous ne sommes pas un corps européen, nous ne sommes pas un corps asiatique, nous sommes un corps mondial. Et il y a tant de diversification, tant d'économies d'échelle différentes, tant d'idéaux, de cultures, Nous devons comprendre la diversité des idéaux, des cultures et des héritages si nous voulons croire que nous sommes l'Organisation des Nations Unies. D'héritages que nous devons comprendre si nous voulons croire que nous sommes l'ONU les chefs cuisiniers ou dans ce domaine. Et toujours une très grande partie de ce que nous devons faire en tant que le Conseil de la Sentinelle des chefs du monde, de la Sentinelle et du Bureau. Comment allons-nous communiquer vers les régions les plus éloignées du monde? Aujourd'hui, dans le moderne de l'IA, les gens disent que l'IA va prendre leur travail. Dans le monde moderne de l'IA, les gens disent que l'IA va leur prendre leur travail. Je pense que l'IA représente l'intelligence d'Andy, le personnel de notre entreprise. Mais comment pouvons-nous utiliser l'IA pour améliorer ce que nous faisons et le rendre plus facile? Cette semaine, nous avons eu un retour d'informations sur la langue espagnole, de la langue espagnole. Nous nous préparons à célébrer la Journée internationale des chefs le 20 octobre dans le monde entier. Nous avons un partenaire fantastique, Nestlé Professionnel. Nous avons engagé la responsable du comité, Vanessa Mackey, de l'ACF. La première dame du président René en Amérique. C'est une passionnée de tout ce qui touche aux enfants et à l'alimentation saine. C'est donc elle qui dirige cette commission. Mais tout est en anglais. Qu'allons-nous donc faire? Je sais que je vous ai écrit cette semaine, Ragnar. Les technologies dont nous parlons et certaines des choses que nous avons déjà commencé à examiner par le biais de Foodverse ou autres, comment pouvons-nous améliorer nos compétences en matière de communication pour atteindre tout le monde? L'autre point important de nos membres est l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement aller dans une école hôtelière ou une école de gestion hôtelière en dépensant 100 000 € par an. L'éducation est aussi simple que l'hygiène alimentaire de base et l'hygiène personnelle pour un chef et le contrôle de la température dans un petit village quelque part. Mais comment communiquer? Comment faire passer cette éducation? Nous devons la rendre gratuite. Nous devons la rendre accessible à un plus grand nombre de personnes que la norme. La norme. Je pense que c'est un défi. Nous avançons dans la bonne direction. Nous disposons d'une base solide de directeurs continentaux qui conduisent de maintenant avec leur président, mais nous avons encore besoin d'augmenter les niveaux d'engagement. L'éducation nous donnera également plus de crédibilité auprès de nos membres. Crédibilité auprès de nos membres. S'ils voient ce que nous faisons, ils pourront s'adresser à de nouvelles associations ou à leur ministère du tourisme ou de l'éducation. Nous sommes membres de l'Association mondiale des sociétés de chefs. Ils font 1, 2, 3 pour nous. Ils vont nous aider avec nos chefs sur le terrain. Vous savez, j'ai parlé longuement au ministère au Ghana et au Libéria, par exemple. La seule chose qu'ils me demandent, c'est ce que vous allez faire pour les cuisiniers sur le terrain. Nous devons donc nous pencher sur cette question. Le monde. Chef est comme un pétrolier dans l'océan, il met du temps à tourner. Ce n'est pas un zodiaque qui peut se déplacer à toute vitesse
car il y a un processus, un état d'esprit, mais aussi un héritage. Il y a aussi ce que nous savons qu'il faut faire, mais comment faire pour que tout le monde s'y mette? Pour moi, l'élément le plus important est la communication. Le 18 de ce mois, j'organise une conférence gratuite avec Andy. Tous les présidents d'Europe commenceront. Le prochain sera celui des Amériques en novembre. Il sera 23 heures ou minuit à mon heure, 10 heures du matin pour eux. Puis ce sera le Pacifique, l'Asie, et ainsi de suite. Et c'est uniquement pour écouter nos présidents. Et ce n'est que pour les présidents. Je n'aurai pas le conseil d'administration. Je recevrai les directeurs continentaux d'Europe, bien sûr. J'aurai le directeur continental de l'Amérique, par exemple, des Amériques. Mais il y aura les présidents et un directeur continental et aucun sujet ne sera tabou. La communication est donc essentielle. La gouvernance et les statuts que nous devons inscrire dans le règlement intérieur. Nous savons ainsi ce que nous sommes censés faire. Nous savons ainsi ce que nous sommes censés faire. Et une fois que le règlement est fait, il faut le corriger. Je suis très reconnaissant à John Sloan d'avoir repris la présidence du règlement intérieur comme il l'avait fait en 2016. Avec l'équipe de professionnels très matures et expérimentés, mais aussi des personnes qui ont été dans leurs propres associations et des chefs du monde dans ce rôle plus administratif. Nous avons Don Gravakis du Canada, Hazel Mulberry d'Écosse, Tori d'Islande, et puis, bien sûr, Ray McHugh des Amériques, sous la direction de John. Ce comité est donc important. Et la manière dont nous mettons en place les comités en est une autre. Vous m'avez demandé ce qui avait bien fonctionné. Je crois que les comités, la façon dont nous les avons constitués et dont nous avons demandé, pas dit, mais demandé, la façon dont les comités ont été constitués a apporté une nouvelle approche aux comités. Les commissions, pour moi, sont la voix et les exécutants de ce que nous disons que nous allons faire dans les chefs du monde. Nous avons un certain nombre de très bons chefs de file, de responsables de comités. Certaines personnes font partie des comités depuis un certain temps. Dans certains comités, c'est la même personne qui est en charge. Mais la demande de ces comités est de préparer les deuxième et troisième niveaux, tout comme vous l'avez fait dans le passé. Et la troisième couche, comme vous le faites dans n'importe quelle cuisine, n'importe quel hôtel ou n'importe quelle entreprise, où en est votre plan de succession? J'utilise l'exemple de Feed the Planet pour illustrer mon propos. Chris Kotke a souhaité prendre du recul. Il s'est retiré, mais Shona était là. Shona a pris la relève. Mais Chris est toujours là, en arrière-plan, pour apporter son soutien. Et je pense qu'il est important de ne pas... Exactement. Nous maintenons l'élan parce que les gens ont fait beaucoup de travail pendant 4 ans. Il ne s'agit pas de les mettre à la porte, d'en prendre d'autres et de recommencer. Cela ne me convient pas. Nous avons également Will Mott, qui dirigeait World Chef Without Borders et qui a gracieusement accepté de rester jusqu'en mai. Et ici, il prépare une deuxième personne. Ce qui est formidable. Les directeurs continentaux forment également des personnes qui deviendront vice-présidents ou vice-présidents adjoints, là où il y a le plus de monde. CD adjoint, là où le besoin s'en fait sentir. En Asie, il y avait un besoin. L'Afrique, le Moyen-Orient, il y avait un besoin. Vous savez, en Afrique et au Moyen-Orient, il y a l'arabe, l'anglais, le français, l'allemand, différentes langues issues de l'héritage du continent africain. Au Liban, par exemple, les gens parlent l'arabe et le français. Il fallait donc un mélange. Nous avons donc l'arabe, le français et l'anglais. Francophone et une représentation africaine. Représentation africaine. L'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, le Moyen-Orient, plus notre directeur continental. Je pense donc que les comités... Nous avons ce grand groupe de personnes. Vous savez, les gens disent « Oh, vous allez devoir voyager, vous allez devoir faire ceci et vous allez être tellement occupé. » J'ai dit « Attendez une minute. Si nous avons 14 personnes dans un conseil d'administration et que nous avons 97 présidents et 100 présidents et 15 chefs de département, c'est-à-dire les commissions et 197 personnes en dessous, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire les comités et 197 personnes en dessous. N'est-ce pas suffisant pour faire passer le message? C'est vrai, oui. Je veux dire que je constate que l'année dernière, il y a eu beaucoup de consolidation. Il y a eu beaucoup de restructuration et une sorte de stabilisation de beaucoup de ces choses que vous avez mentionnées, qu'il s'agisse de gouvernance, de règlement ou de comité, et en fait, de donner aux gens des tâches à accomplir. Des comités et en fait, de confier des tâches aux gens. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit, vous savez. Vous pensez aux 100 prochaines années et à la façon dont les choses peuvent être difficiles à changer. Comme vous le savez, j'ai commencé en 2009. Et nous avons tenu notre première réunion stratégique avec des personnes sélectionnées dans l'industrie
pas seulement dans notre Boys Club, mais dans l'industrie et dans d'autres secteurs. Nous avons créé ce plan et nous avons utilisé la doctrine de Billy Gallagher, selon laquelle il y avait déjà une dizaine d'années de retard. Qu'il était déjà vieux de 10 ou 15 ans. Ils, qui ont en fait, ont jeté, exposé cette vision. Nous devrions avoir un bureau avec un personnel, avec un directeur, avec les finances, avec les communications, avec ceci et cela, et comment le structurer. En gros, c'était les piliers qui ont été définis par Billy Gallagher 15 ans plus tard. C'est ce sur quoi nous nous sommes appuyés depuis 2012. Nous avons eu une discussion à ce sujet. Cela fait 12, 10, 12 ans que nous n'avons pas révisé où nous en sommes. Qu'avons-nous accompli? Je pense que nous avons réalisé tout ce qui était prévu dans cette doctrine. Maintenant, nous devons commencer à réfléchir. Où allons-nous maintenant? Et quel est l'avenir? Quelles sont les 100 prochaines années? Et donc nous, je veux dire, il y a eu un grand travail. Mais vous avez mentionné la communication maintenant en demandant au président ce qu'il pense, en demandant à différentes personnes. Nous allons maintenant avoir cette conversation avec les membres. Nous avons fait une analyse SWOT et beaucoup d'excellents commentaires en sont ressortis. Nous avons fait une analyse SWOT Je et pense cela a que donné c'est lieu un à de moment nombreux commentaires crucial. très intéressants. C'est bientôt notre 100e anniversaire. En 2028, nous avons vraiment un plan pour aller de l'avant. Et c'est fou. Une fois que vous avez un plan, il est écrit et tout le monde est d'accord. Ils pensent parfois qu'il se réalise d'une manière ou d'une autre. La doctrine a été écrite en 1992. Elle date de 92. La suivante date de 12 ans. Nous avons élaboré une stratégie en 15 ou 16. À Singapour, une stratégie a été élaborée et toutes sont similaires. Mais un autre, essentiel, pour moi, c'est le bureau. Le bureau sera là post-président. Le bureau sera là avant la présidence. Post-conseil, pré-conseil. Le bureau sera, pour moi, le bureau est là, constante. Et ce que le bureau a fait au cours des 12 derniers mois, nous l'avons dit ensemble, Agneux, lorsque nous sommes arrivés. Si nous voulons être la voix des chefs, si nous aspirons à être l'ONU des cuisiniers, alors nous devons commencer à jouer dans ce cercle. Et je pense que certaines des initiatives récentes autour de l'ONU, autour de la World Central Kitchen, le projet Burn Chef et les projets de l'UNESCO, qui ont permis à Connie et à son équipe de toucher des personnes dans certains pays. C'est exactement ce que nous devons faire, car nous commençons alors à être reconnus et un peu plus respectés pour ce que nous devenons, qui nous devenons et d'où nous venons. Et le but de la communication est de savoir qui est World Chef. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Et ce thème reste gravé dans mon esprit. Nous ne sommes pas encore ce que nous pensons être. Nous ne sommes pas encore ce que nous pensons être. Nous sommes à mi-chemin, peut-être. Nous sommes Mais comment à mi-chemin, atteindre ce peut-être. public plus large? C'est le défi que nous devons relever au bureau. Mais pour moi, comme je l'ai dit, le bureau sera la constante. J'ai récemment eu le privilège d'être invité à la convention de l'ACF à Vegas. À Vegas, 141 chapitres, 3 chapitres internationaux et des écoles reconnues en dehors de leur pays avec un bureau de 26 personnes. L'Afrique du Sud, une structure similaire. L'Inde, une structure similaire. Beaucoup de nos grandes associations sont en fait, je crois et je suis fermement convaincu que le conseil d'administration et les membres de la sentinelle des chefs du monde doivent comprendre que c'est ce qu'il faut faire, comprendre que c'est ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas une association locale. Nous sommes l'organisme mondial, nous sommes l'association mondiale. Tous les autres sont avec nous, et c'est là le plus difficile. C'est Et aussi c'est le la Sud. partie suivante qui nous met au défi, moi et mon équipe. Et c'est là que nous ferons appel au soutien des membres. Le soutien des membres. Lorsque je suis arrivé, il y a 15 ans, et jusqu'à aujourd'hui, peut-être même jusqu'à très récemment, j'ai toujours considéré un bateau mondial comme une start-up, et nous faisions et essayions tant de nouvelles choses en passant d'une personne dans le bureau à maintenant 9 personnes dans le bureau, et nous allons ajouter d'autres personnes l'année prochaine. Donc bientôt 10 personnes. C'est vraiment ce que vous dites. Cela va stabiliser cette personne
Personne n'est permanent et personne n'est non, tout le monde est rejeté. Tout le monde peut être remplacé et il n'y a pas de danger de disparaître. Mais oui, nous avons travaillé comme une start-up et je pense qu'il est temps de s'arrêter et de réfléchir à la manière de devenir une véritable entreprise professionnelle avec une vision à long terme, des structures en place et une gouvernance en place qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Gouvernance qui nous Oui. permettent d'atteindre cet objectif. Cette autre étape où nous deviendrons euh, euh, reconnus comme l'organisme mondial dans le monde entier, que ce soit au niveau des nations ou des chefs de cuisine, des cuisiniers à la chaîne et de tout ce qui existe dans le monde. Nous devons être les personnes à qui s'adresser. Oh, allez voir ces gens-là, ils savent. Ils savent. Je suis dans ce pays depuis si longtemps, je demanderai à Andy, il saura. Si nous allons à Singapour, demandez à Otto, il saura. Si nous allons au Luxembourg, demandez à Alan, il saura. Oh, j'ai besoin de savoir. Quelque chose en rapport avec l'art culinaire. Oh, adressez-vous à World Chef, ils sauront peut-être. J'ai reçu un commentaire de Oui, et je pense que serait le rêve ultime, mais nous devons le mettre en place. Nous devons faire un pas en avant, 2 pas en arrière, puis repartir de l'avant. Mais l'autre élément de connexion que je n'ai pas abordé et qui est le plus important, ce sont nos sponsors. Les gens qui nous ont soutenus toutes ces années et, en tant que parrainage, en espèces, en nature ou en soutien, devient de plus en plus difficile. Que faisons-nous pour tenir notre promesse envers eux aussi? Pour moi, c'est le plus important. Nos membres, nos présidents des grandes associations sont les plus importants, tout comme les jeunes, les plus récents. Nouveaux. Aujourd'hui, dans les îles Cook, qui se trouvent à 14 heures d'avion de l'Australie, ils organisent le Global Chef Cook-Off dans une école sous la houlette de la présidente Carleen. La télévision des îles Cook a choisi d'en faire un sujet d'actualité. 15 minutes qu'ils ont publié dans le monde entier. Les îles Cook sont petites. 37 000 personnes suivent la chaîne de télévision sur Facebook, par exemple. Mais là, ils font la promotion de World Chef, Global Chef, la demi-finale de l'épreuve du Pacifique aux îles Cook. Des gens comme Carleen font donc de leur mieux. Avec elle-même, Matt McBain est là-bas et Peter y va. Il y a donc un groupe de personnes qui les aident, mais ce sont eux aussi qui se demandent comment ils vont faire pour gagner. Comment allons-nous les aider à monter et comment nos sponsors peuvent-ils nous aider? Et la chose la plus importante avec notre parrainage, comme nous le savons dans les affaires, c'est quel est mon retour sur investissement. Qu'est-ce que j'en retire? Quel est mon marketing? L'époque où l'on disait, voilà, vous avez de l'argent est révolue. Voilà, vous avez de l'argent, les gars, ça va aller. Non, non, non. Vous savez combien d'utilisateurs Facebook avez-vous? Combien? Où est votre portée? Où cela se situe-t-il? Et c'est important pour nous en tant que World Chef. La partie entreprise ou autre, peu importe comment on l'appelle, de vraiment soutenir nos sponsors. Ainsi, nous pourrons à notre tour soutenir nos membres. Nous avons eu de grandes discussions sur les frais d'adhésion, sur les frais de congrès et sur le fait qu'ils sont réservés à certaines personnes parce que les autres n'ont pas les moyens de les payer. Cela m'a mis au défi, non seulement en tant que président, mais aussi en tant que directeur continental d'une des régions les plus pauvres du monde. L'une des régions les plus pauvres du monde, l'Afrique. Je ne considère pas les pays du Moyen-Orient où je vis comme l'un des pays pauvres. Nous sommes ce que nous sommes aux Émirats arabes unis. Nous sommes ce que nous sommes dans les Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar et à Bahreïn. Les États du Golfe vont bien, mais le reste de la zone continentale a été très difficile. Et bien sûr, comment? Le soutenir? Mais cela m'a toujours interpellé en tant que directeur continental de ce que nous faisons pour le Congrès afin d'attirer davantage de personnes au Congrès. Comment pouvons-nous susciter l'intérêt des gens à venir? Quelle est la valeur ajoutée? Et je pense que beaucoup de nos membres ne voient toujours pas la valeur qu'offre le Congrès. C'est cher. C'est un long voyage si vous venez d'Australie ou des îles Cook pour vous rendre au pays de Galles. Cela prend beaucoup de temps sur les vacances des gens. C'est beaucoup de temps perdu pour le travail.
Les gens se précipitent sur leurs propres affaires. Ils ne seront pas là pendant au moins 6 ou 7 jours. Il y a donc beaucoup de choses auxquelles nous devons réfléchir quant à la manière dont nous procédons à certains de nos travaux collectifs. Nous devons nous demander ce qu'est le Congrès et à qui il sert. Et peut-être devrions-nous faire des choses différentes pour les jeunes chefs, peut-être dans des lieux différents, et faire plus de choses pour l'ensemble de l'année, avoir un congrès chaque année pour que les présidents votent sur les statuts et les finances, et avoir un grand rassemblement de chefs avec des démonstrations et des compétitions. Et donc, une grande réflexion à mettre en place. Qu'est-ce que le congrès et qu'est-ce que nous voulons que les événements physiques se rejoignent? C'était l'une des questions lorsque je suis devenu président. C'est trop cher. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ce n'est pas bon. D'accord? Que pouvons-nous faire? Je me suis donc engagé à ce que nous allions à Paris en 20 ans. J'ai pris l'engagement que nous irons à Paris en 2028. Mais ce sera un autre. Nous en avons discuté avec Charles Carroll, qui a pris les rênes de la présidence du Congrès avec le bureau et le conseil d'administration. En 2028, il faut que ce soit une célébration des chefs du monde entier. Il faut que ce soit une célébration de la nourriture, de la gastronomie et de la camaraderie du travail en cuisine. Le Congrès sera donc différent. Il y aura un peu de travail le dernier jour, mais il s'agira avant tout de ramener l'association à la maison pour son 100e anniversaire. L'association pour son 100e anniversaire. Mais il y aura aussi le prochain. Que ferons-nous en 2030, puis en 2032? L'une des choses les plus importantes que nous ayons faites, c'est que nous savons que les concours sont si importants pour les jeunes. Parce que nous savons que les concours sont si importants pour beaucoup de nos membres, et il y a de grands concours qui se déroulent tous les jours. Nous venons de terminer le salon du chocolat à Dubaï. À Kuala Lumpur, le Global Chef et le FHM viennent de se terminer au Food Hotel Malaysia à Kuala Lumpur. Aujourd'hui et demain, nous aurons des Global Chefs dans le Pacifique. Un concours se déroule à Bakou. Il y a un concours qui se déroulait en Croatie ou ailleurs il y a 6 semaines. Croatie ou ailleurs il y a 6 semaines. Les Maldives, c'était il y a 2 semaines. Les compétitions sont donc très importantes. Comment faire en sorte que nous puissions tirer le meilleur parti des concours? Et nous avons notre défi Global Chef. Pâtisserie, jeune, végétalien et senior. Comment faire de ce concours un concours de classe mondiale, le meilleur de sa catégorie, que les gens aspirent à participer? Olympiade culinaire. Coupe du monde de Luxembourg. Bakoustio. En sommes-nous là? Je pense que nous en sommes proches. Nous devons réfléchir à la manière d'améliorer encore les choses. Mais nous devons être les premiers, les meilleurs de leur catégorie. C'est pourquoi nous cherchons, et nous l'avons fait récemment en tant que conseil d'administration, après de nombreuses discussions et de nombreux retours en arrière et en avant, ainsi qu'avec l'aide du bureau des membres, nous avons lancé un appel d'offres avec le Global Chef pour essayer d'ancrer les finales dans une seule ville, ville. Quelque part. Dans le monde entier, quelque part, pendant 3 ans ou 3 cycles. Ensuite, il y aura les demi-finales. Cela donne de la stabilité à la compétition. Cela donne une date fixe, mais cela l'enlève aussi au Congrès. Ce qui, on ne distrait pas, on ne cannibalise pas l'audience en ayant des gens qui regardent la compétition et d'autres qui regardent le Congrès. Nous avons tout le monde qui regarde le Congrès, Nous avons tout le monde qui regarde le Congrès, tout le monde qui pousse et regarde la compétition, ce qui donne au Global Chef la reconnaissance et la visibilité qu'ils méritent et qu'ils doivent avoir. Mais cela aide aussi les jeunes qui cuisinent derrière les fourneaux. Cela leur permet d'être reconnus, car c'est à eux que le concours s'adresse, ainsi qu'à ceux qui nous soutiennent. Il y a donc beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Nous avons l'occasion d'améliorer le Congrès et moi-même. J'espère que les membres sentent qu'il y a du mouvement. J'espère que les membres sentent qu'il y a un changement de direction dans certaines des choses que nous faisons. Et ces entretiens libres avec moi-même, où aucun sujet ne sera tabou, seront très inspirants. Vous avez mentionné l'analyse SWOT, nous l'avons donc envoyée. J'aurais aimé voir plus de réponses. Mais les réponses que nous avons reçues étaient excellentes parce qu'elles sont honnêtes et transparentes. Certaines sont difficiles, d'autres sont agréables, mais nous ne sommes pas là. Pour être gentils, nous sommes ici pour donner le meilleur de nous-mêmes à nos membres, mais nous devons aussi chercher à savoir comment nous pouvons nous améliorer globalement.
le sort de tous les cuisiniers. Quelqu'un m'a demandé si nous étions réservés aux cuisiniers, ou les pâtissiers, les bouchers, boulangers, les artistes, les cuisiniers. À qui nous adressons-nous? Nous sommes pour l'industrie alimentaire, vraiment. Nous sommes ouverts à tous, Ragnar. Il n'y a aucune stipulation qui dit que vous ne pouvez pas être ceci ou cela. Bien sûr, les bouchers, les boulangers, les pâtissiers, cuisiniers à la chaîne. Lorsque j'étais à Las Vegas, j'ai discuté avec l'un des gars qui travaillait derrière l'un des comptoirs dans le hall de l'hôtel. Je lui ai dit « Oh, comment allez-vous, chef ?»« Oh non, je ne suis qu'un cuisinier à la chaîne. » J'ai dit « Non, non, mon pote. Tu es un chef. Tu sers, tu cuisines, tu fais, tu te gères. Ne te rabaisse pas. Pour moi, si nous sommes tous pareils, alors nous sommes des cuisiniers parce que nous cuisinons. Chef, on gère, mais cuisiniers, on cuisine tous. C'est ce que j'espère vraiment. J'espère que les membres... Les choses n'avancent pas aussi vite que nous le voudrions parfois, mais c'est l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et nous devons nous assurer que nous comprenons les 96 années passées, de communiquer pour les 100 prochaines années, mais aussi de savoir comment nous y arriverons dans les 3 prochaines années, parce que, vous le savez, il y a déjà 1 an de passé et encore 3 ans à venir. Le congrès a lieu en mai. Nous avons eu un congrès en octobre. Nous en avons déjà un autre en mai 2026. Nous sommes donc le 28 octobre 2028, ce qui n'est pas très loin quand on y pense. Non, 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 retour à Paris. Et puis, il y aura une autre élection, et puis il y aura un autre tour de scrutin. Mais c'est une célébration. Le congrès à Paris, pour moi, concerne nos membres et le 100e anniversaire de notre association. Et tout ce que nous ferons d'autre, nous devrons le faire. Nous devons voter. Nous devons faire tout ce que nous voulons. C'est très bien. Mais nous devons vraiment considérer Paris comme un rassemblement de la communauté des cuisiniers du monde entier pour rentrer chez eux et profiter ensemble de la gastronomie et de l'artère des cannabinoïdes. Merci Andy, du bon fromage et du Oui, bon c'est pain. vrai. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce dont nous avons besoin à la fin. Mais oui, non, merci pour nous. Nous avons abordé beaucoup de choses et certainement... vous savez, la conclusion est que nous devons penser aux 100 prochaines années. Il n'y a donc pas lieu de se précipiter. Nous devons interroger les membres. Nous devons analyser les choses correctement et aller de l'avant. Comme vous l'avez dit, ils font avancer le pétrolier lentement dans la bonne direction. Ainsi, nous ne basculons pas. Et sur nos propres pieds. Et donc, merci pour partager cette vision avec nos membres qui pourraient être impatients de voir des changements maintenant, mais vous savez, pour comprendre que cela demande de la réflexion, du temps et de la planification, pour que ce soit bon pour l'avenir du chef cuisinier mondial. Donc, c'est... Oui, parce que ce n'est pas mon association, c'est notre association. J'ai juste été nommé par les membres pour m'assurer que les dirigeants, le conseil d'administration, le bureau, les directeurs continentaux, et nous tous fassions ce qu'il faut et travaillons ensemble pour une cause commune. Et les directeurs continentaux, et nous tous faisons ce qu'il faut et travaillons ensemble pour une cause commune, parce que c'est la responsabilité. Et il s'agit, comme le dirait Billy, de l'intégrité des chefs cuisiniers du monde. C'est exact, nous ne travaillons pas pour Andy, nous ne travaillons pas pour Ragnar, nous travaillons pour les membres, nous avons été élus par les membres, nous travaillons pour les membres. Et je suis plus qu'heureux pour n'importe lequel de nos membres, présidents, les anciens présidents, les présidents des associations nationales, leurs secrétaires généraux, leurs membres, posent des questions. Envoyez-moi un email, écrivez au bureau, parce que sans les membres, nous ne sommes rien. Et sans le bureau, nous ne serons rien non plus, car nous serons alors comme une association locale. Il y a donc beaucoup à penser et beaucoup à faire, comme tu l'as dit Ragnar, et beaucoup à planifier et beaucoup à faire. Planification et beaucoup de réflexion, mais pas de procrastination. Nous ne pouvons pas remettre à plus tard. Nous devons agir, nous devons prendre des décisions difficiles. Et ensuite, nous prenons des décisions difficiles, mais des décisions difficiles qui ont été réfléchies, qui sont d'intégrité et qui sont ouvertes et transparentes. De la raison pour laquelle nous prenons cette décision. Merci Andy, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et c'était très instructif et j'ai hâte d'être à l'avenir. C'est une période passionnante et oui, les choses vont vraiment de l'avant. Donc, nous serons pédalés, comme vous le dites toujours. Nous pédalons comme nous devons le faire. Il le faut.
Et je crois toujours que nous sommes dans la meilleure industrie du monde. Absolument. Le gamin de Melbourne n'arrive pas à croire qu'il est assis ici à parler aux Vikings. Sur Zoom. De Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en tant que président des chefs cuisiniers du monde. À notre directeur général dans notre bureau de Paris, et nous approchons du 100e anniversaire. C'est passionnant. C'est une leçon d'humilité. C'est tellement cool. C'est vraiment bien. Merci, Andy. Et merci à tous d'avoir écouté. Vous écoutez le podcast d'un chef du monde. Nous avons parlé au président Andy Cuthbert. De son parcours pour devenir président et de sa vision pour les chefs du monde à l'avenir, et de la façon de faire avancer cette vision, avec les membres. N'oubliez pas de vous inscrire au congrès des chefs du monde, worldchefcongress.com ou worldchef.org, vous trouverez un lien. Il est encore temps de profiter des tarifs pour les inscriptions anticipées, des tarifs très avantageux en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses incluses. Alors n'oubliez pas de nous rejoindre au congrès mondial des cuisiniers au Pays de Galles en mai 2026. À part ça, n'oubliez pas d'aimer le podcast des chefs du monde. Et, de vous abonner à notre podcast pour que nous puissions vous apporter plus de contenu. Vous écoutez un podcast des chefs du monde, le monde dans une assiette. Je suis votre hôte, Ragnar Fridriksson. Merci à tous et bonne continuation.